Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. C'est l'heure d'Initiative Africa et cette semaine, nous avons choisi de suivre le quotidien des enfants handicapés et de leurs parents. Comment mieux les aider? Nous allons en parler dans quelques instants avec notre invitée Sandra Senou. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. Elle est maman de 3 enfants, dont Alexandre, un adolescent de 13 ans, handicapé moteur. Sandra Senou a voulu briser l'isolement et les tabous qui entourent souvent les familles d'enfants handicapés. Elle y est parvenue en écrivant des livres, en réalisant des podcasts et en fondant une association. Elle est notre invitée du jour. Un enfant qu'on va trouver différent, on ne sait pas ce qu'il a, les parents sont démunis. Donc l'objectif de l'association, c'était vraiment que les parents puissent avoir un endroit où ils sont écoutés, où ils sont accompagnés. Sortir du tabou du handicap et réussir à l'école, c'est le rêve d'un jeune autiste camerounais soutenu par sa famille. Un exemple à suivre. Je travaille tous les jours avec Franck. Premier jour avec Franck, pas de temps. À lui parler, à faire des exercices avec lui, à lui montrer toute la fiction, à lui montrer tous les meilleurs. Un service d'ambulance gratuite pour les plus démunis et les victimes d'attentats à Mogadiscio. Ce médecin somalien est parvenu à réaliser un projet unique pour aider ses concitoyens. We started this service in 2006 and actually it was by the time it was in need, many people was dying and getting injury inside the Bakara or any other village in Mogadiscio. Des troubles et des handicaps souvent mal diagnostiqués, incompris par la société. Dans de nombreux pays, les enfants autistes sont encore peu et parfois pas du tout pris en charge par le système éducatif. C'est ainsi qu'au Cameroun, Franck a déjà redoublé 2 fois la classe de 3e, ce qu'il vit comme un échec frustrant. Son histoire est emblématique du quotidien jalonné de défis que vivent de nombreux handicapés et leurs familles en Afrique. Certains décident de se cacher, d'autres, comme Franck, ont choisi de se battre. Notre correspondant Maxime Farel-Bounia est allé à la rencontre de ce jeune de 20 ans et de sa famille. Regardez. Ce matin, Franck est de mauvaise humeur. L'élève de 3e a une nouvelle fois échoué au BEPC. Un résultat qui le décourage, lui qui croyait fermement à ses chances de réussite jusqu'à la dernière minute. Après avoir cherché des solutions en se rendant auprès des institutions compétentes pour son problème et avoir reçu des promesses pour une meilleure prise en compte, il se demande si ses préoccupations sont véritablement écoutées et si ses copies sont même corrigées aux examens. Avec vraiment en 3 ans, je n'ai pas pu décrocher un diplôme. À sa naissance, les médecins diagnostiquent chez Franck une souffrance foetale, affectant son cerveau et provoquant des troubles moteurs et cognitifs. Et puis, le manque de diagnostic précis a conduit certains à le considérer autiste. L'un des rares établissements à avoir accueilli Franck est le lycée Saint-Augustin, où il s'est bien intégré. Mais son directeur se sent impuissant face aux lenteurs administratives qui empêchent une véritable inclusion. Après avoir entamé plusieurs procédures administratives entre ministères et délégations et frappé à plusieurs portes, le dossier de Franck traîne. Résultat des courses, rien n'avance et les échecs s'enchaînent. L'État, à travers le MINESEC, doit tenir compte de ces cas pour éviter le décrochage scolaire que l'on vit dans les familles. Parce qu'à un certain moment, ce genre d'enfant, on ne le considère pas. Il n'y a pas cette inclusion dans la société. Ça fait que ces enfants sont un peu abandonnés à eux et ne bénéficient pas les mêmes chances que les autres, ce qui est une forme d'injustice. Au Cameroun, environ 10% de la population vit avec un handicap. Une vie quotidienne parsemée d'obstacles, notamment dans l'éducation. Peu d'enfants handicapés sont scolarisés, faute de moyens et de structures adaptées. Les enseignants, souvent mal formés, peinent à répondre aux besoins spécifiques de ces élèves. Contrairement à beaucoup d'autres, Franck bénéficie du soutien des personnes qu'il accepte sans discrimination et pour qui son handicap ne constitue aucun obstacle à ses activités. Qui est un grand frère.
Il sait conseiller les gens, il sait encadrer, il explique tout le monde comme il vient. Il ne discrimine personne, il ne voit les défauts de personne, il voit juste les qualités et il voit seulement le bon côté de la vie. Lui, en fait, il a la joie de vivre. C'est quelqu'un de très drôle, déjà. C'est ça aussi, et cette capacité, il a une force mentale aussi qui me plaît. Quelqu'un qui essaye toujours, malgré même les échecs, d'aller vers l'avant, en fait, c'est quelqu'un de très sociable. Franck tisse sa force de sa famille, notamment de son père, qui a toujours été son pilier. Ce dernier a pris sur lui de compenser les lacunes du système éducatif et d'offrir à son fils le soutien nécessaire. Tous les jours, depuis sa naissance, il accorde du temps à son fils pour échanger avec lui sur ses difficultés et sur sa vie. Chaque soir quand je rentre, j'ai pas moins de 2 ans de travail, 2 heures de temps d'exercice, 2 heures de temps de pratique. Je m'essaie tant bien que mal pour le faire c'est adapté à tous les mouvements de la vie et tout ceci. Je travaille tous les jours avec Franck. Mes jours avec Franck prend le temps. À lui parler, à faire des exercices avec lui, à lui montrer toute la fiction, à lui montrer tous les témoignages. Sa famille n'est pas la seule à l'avoir poussé à dépasser son handicap. Franck nous parle de cette école appelée Sésame Créera, l'école primaire où il a passé de beaux jours et qui prône l'éducation inclusive, un refuge pour le jeune homme. Nous faisons beaucoup plus dans le cadre de l'école spéciale qui fait éducation inclusive. Mais l'éducation inclusive se veut englobante. Elle se veut englobante, c'est-à-dire elle s'appuie sur une triptyque. La triptyque, c'est quoi? Le braille, l'andressing et puis l'orthopédagogie. Enfants serpents, totem, enfants sacrifiés. Voilà quelques qualificatifs qui leur sont attribués dans notre société camerounaise, bien qu'ils n'aient pas choisi de naître avec un tel handicap et malgré les sensibilisations. Vous avez votre enfant, vous êtes parents, vous vous retrouvez à un supermarché et vous voyez un enfant qui présente des brillants. Si votre enfant se naît à se moquer de lui, c'est l'occasion, par exemple, de dire non, c'est un enfant que tout le reste, voilà, il a des besoins, donc on n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de te moquer de lui, il ne fait pas ça de lui-même, c'est parce qu'il a des soucis. Donc c'est cette tolérance-là qu'on doit apprendre et on en a besoin. Le jeune adolescent ne s'est pas laissé enfoncer par les préjugés et l'échec. Au contraire, il ne compte pas abandonner et continue de chercher des voies et moyens pour réussir son examen et décrocher un jour son baccalauréat ou se lancer dans la vie active. Comme lui, plusieurs jeunes gardent espoir qu'un jour, les choses évoluent et que les lois adaptées pour les enfants en situation de handicap soient réellement appliquées. Ils espèrent également que les établissements adoptent un système inclusif, mais aussi que l'État assure leur avenir en garantissant une éducation adaptée, en formant les enseignants et en améliorant l'accès aux examens. Et justement, c'est le moment de retrouver notre invitée Sandra Senou, maman d'un enfant en situation de handicap. Elle s'est attaquée à la question de l'accompagnement de familles dans le même cas et souvent totalement démunies. Les écouter, leur fournir une assistance matérielle, mais aussi les amener à accepter le handicap de leur enfant, c'est la mission qu'elle s'est fixée avec son association si bien nommée Nos enfants extra capables. Elle a confié ses priorités à Laurent Soustras et Thierry Schiller. Sandra Senou, bonjour. Bonjour. Vous avez créé une association pour aider les parents d'enfants porteurs de handicap, étant vous-même la maman d'un enfant handicapé, Alexandre, qui a aujourd'hui 13 ans. Qu'avez-vous voulu accomplir avec cette association ? Alors, donc, je suis Sandra Senou, je suis maman de 3 enfants, dont Alexandre qui est l'aîné, qui a 13 ans. Et donc, depuis 2022, j'ai créé l'association Nos enfants extra capables. C'est une association qui, justement, comme vous le dites, accompagne les familles d'enfants en situation de handicap, d'abord dans l'acceptation de son handicap, mais aussi en leur apportant tout ce qui est sensibilisation, formation, matériel lorsque c'est possible aussi pour nous, pour accueillir et accompagner l'enfant en situation de handicap. Pourquoi j'ai créé cette association? Parce que moi-même, en tant que parent d'enfants en situation de handicap, je me suis rendu compte que les parents sont souvent démunis face au handicap de leur enfant. Certes, en France, les enfants sont pris en charge, mais les parents ne sont pas toujours pris en charge. Et c'est encore pire en Afrique parce que les enfants ne sont pas toujours pris en charge. Ils ne sont pas pris en charge, les parents sont démunis, ils ne savent pas quoi faire pour
leur enfant. Déjà, on commence par le diagnostic, qui n'est pas toujours fait. Donc, un enfant qu'on va trouver différent, on ne sait pas ce qu'il a. Les parents sont démunis. Donc, l'objectif de l'association, c'était vraiment que les parents puissent avoir un endroit où ils sont écoutés, où ils sont accompagnés, où ensemble, on peut mettre en place des actions pour surtout prendre en charge l'enfant qu'ils ont. Vous parlez de la grande souffrance des parents. Comment s'exprime-t-elle et comment l'alléger concrètement? La souffrance des parents s'exprime souvent par une solitude. Les parents se retrouvent seuls et démunis. Démunis sur tous les plans. Le plan psychologique, parce qu'ils sont en souffrance. Avoir un enfant en situation de handicap n'est pas anodin. C'est lorsqu'on fait des enfants, j'aime bien le dire, on les fait parce qu'on s'imagine que nos enfants vont faire ci, vont faire ça. Mais lorsque l'enfant arrive et qu'il est différent de ce qu'on pensait, déjà, il faut faire le deuil de l'enfant dit normal. Ensuite, donc déjà là, c'est une grosse souffrance pour les parents. Faut accepter cela et c'est pas toujours évident. Ensuite, après, il faut accompagner cet enfant. Comment on accompagne un enfant dont on n'a pas le schéma? On a un schéma classique d'accompagnement d'un enfant ordinaire, d'un enfant sans handicap. Mais un enfant en situation de handicap, il n'existe aucun schéma dans le monde pour l'accompagner. Donc, les parents se retrouvent là encore isolés parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner, ils ne savent pas quelle démarche faire, ils ne savent pas comment éduquer cet enfant. Certes, ils vont le faire à l'instinct, mais il n'y a aucune règle qui existe. Et donc, du coup, on a déjà de la souffrance, l'isolement des parents, mais on a aussi la souffrance face aux institutions qui ne mettent pas en place, qui ne donnent pas les moyens aux familles d'accompagner les enfants qui sont en situation de handicap. Vous organisez des groupes de parole dans votre association. Est-ce que la clé, c'est parler finalement? Ça ne résout pas tous les problèmes. Parler, il faut être prêt à parler. Moi, je me rappelle, lorsque j'ai appris le handicap de mon enfant, moi, je n'avais pas envie de parler. On m'a proposé des groupes de parole, mais je n'avais pas envie de parler. Je n'avais pas accepté le handicap de mon enfant. Qu'est-ce que je vais aller parler pour dire quoi, en fait? Mais une fois qu'on a accepté, on a besoin de parler. On a besoin d'exprimer ce qu'on ressent. Et on n'ose pas le dire à tout le monde, en fait. On n'ose pas en parler à tout le monde parce que on se dit les autres ne comprennent pas ce qu'on vit. Or, lorsqu'on se retrouve avec des parents qui vivent une situation similaire, on se sent mieux compris. Et on allège cette charge qu'on porte au quotidien, ces inquiétudes. Qu'est-ce que mon enfant va être demain quand je ne serai plus là? Qu'est-ce qu'il va être? Comment je vais faire pour l'élever ou pour faire ci, pour faire ça? Donc, je veux le scolariser ou j'arrive pas chez moi, c'est pas adapté. Et le fait de discuter avec d'autres parents aussi, ça permet aussi de trouver des pistes d'amélioration pour l'accompagnement de cet enfant, mais aussi d'alléger notre charge mentale, parce que c'est une charge mentale. Donc oui, parler ne résout pas tout, mais parler est nécessaire. Avant de créer votre association, vous avez commencé par écrire des ouvrages. Les aventures d'Alexandre, le tome 1, le rêve d'Alexandre, le tome 2 qui est sorti, Alexandre au centre de loisirs, et vous préparez un 3e tome. Quel est votre objectif à travers ces ouvrages qui s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux parents? L'objectif premier, c'était déjà de lever le tabou autour du handicap. Alors, Alexandre, lorsqu'il était petit, je lui lisais beaucoup les livres. Et je me rendais compte que, en fait, il n'y avait pas de livre qui lui ressemblait où il y avait un enfant en situation de handicap. On parlait de héros qui courent, qui font ci, qui font ça, mais je disais, mais mon fils, il peut pas faire ça. C'est une frustration. Et donc, je me suis dit, on va peut-être écrire un premier livre avec une petite histoire qui permette aux enfants de la lire avant d'être couchés, mais de s'approprier du handicap. De permettre aux enfants de voir des images d'un enfant en fauteuil roulant. C'était le cas dans le premier livre pour Alexandre, en fauteuil roulant, pour qu'ils puissent dire, ah ok, c'est quoi ça? Parler du handicap à la maison, que les parents puissent avoir l'opportunité d'en parler, parce que on sait que si on ne rencontre pas une personne en situation de handicap ou une situation similaire, on ne va pas en parler spontanément. Les livres permettent de communiquer, d'avoir d'autres sujets de communication. Et là, c'est le handicap. Le deuxième livre, il s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans. Il est bilingue et c'est un livre vraiment qui va plus loin. On parle du handicap, mais pas que du handicap moteur. On parle aussi d'autisme. L'objectif, c'est vraiment que les enfants comprennent que, ok, il y a un enfant en situation de handicap en face de moi, il y a un enfant différent, mais il est comme nous finalement parce qu'il a les mêmes émotions, il a les mêmes envies,
même s'il ne fait pas les choses comme nous, il peut les faire différemment. Donc, on va parler de notions d'adaptation, de notions de confiance en soi, de notions d'acceptation de l'autre. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser sur ces thématiques, de lever le tabou sur le handicap, sensibiliser au harcèlement, montrer que la différence n'est pas une fatalité et que, finalement, on peut faire les choses d'une autre manière. Et les podcasts répondent à la même logique, mieux sensibiliser, mieux faire connaître. Les podcasts aussi, oui, mais c'était vraiment de montrer, l'objectif des podcasts, c'était de montrer le quotidien d'une famille, d'un enfant en situation de handicap. Comment ils font pour dépasser cette situation, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Parce que les histoires souvent qu'on a eues dans le podcast, les débuts sont souvent communs, mais on voit bien que dans chaque histoire, chaque famille, chaque parent a mis en place quelque chose pour accompagner, accepter le handicap de son enfant et aller au-delà de la limite que peut constituer le handicap pour accompagner cet enfant vers ce qu'il est capable de faire malgré le handicap, vers une vie heureuse, j'ai envie de dire, parce que souvent on stigmatise les familles d'enfants en situation de handicap disant qu'on est malheureux. Oui, le quotidien n'est pas facile, je l'avoue, mais on n'est pas malheureux pour autant, on est heureux. Et donc le podcast, c'est vraiment de montrer que, ok, il y a cette situation, mais on a une vie en fait, et on arrive à dépasser cela. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe ? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous emmène maintenant dans la corne de l'Afrique, en Somalie plus exactement. Vous le savez peut-être, ce pays peine à sortir de l'incertitude politique et des attaques terroristes dont les civils sont souvent la cible. Pourtant, dans la capitale Mogadiscio, un homme a décidé de prendre une initiative inédite et de changer ainsi la vie de nombreuses personnes fragilisées. Cet homme, c'est le docteur Abdulkadir Abdirahman Adan. Il a mis sur pied un service gratuit d'ambulance pour venir en aide à ses concitoyens pris dans une situation d'urgence. C'est un reportage de notre correspondant Abdirahman Hussein. Regardez. Basée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, Ambulance Amine est un service d'urgence médicale gratuit 24 heures sur 24. Géré par une équipe de bénévoles, ce service répond aux urgences médicales, en particulier aux attentats à la bombe, et transporte gratuitement les victimes vers diverses installations médicales à Mogadiscio. À l'origine de cette initiative, le docteur Abdulkadir Abdirahman Adan, frappé par la violence meurtrière déclenchée par le groupe militant Al-Shabaab, il a lancé ce service d'ambulance gratuit à Mogadiscio avec l'aide de quelques amis en réponse à l'aggravation des urgences médicales dans la ville. Nous avons commencé ce service en 2006, au moment où il y en avait besoin. De nombreuses personnes mouraient à l'intérieur du marché de Bakaro, à Mogadiscio, ou dans d'autres villages de Mogadiscio. Les gens avaient l'habitude de transporter une brouette de la scène des violences jusqu'à l'hôpital. Parfois, ils mouraient en chemin. Alors je me suis demandé, comment pourrais-je aider ? Mon équipe et moi avons lancé ce service d'ambulance gratuit et nous l'avons appelé Amine. Abdulkadir Abdullah Abdi, chauffeur chez Amine Ambulance pendant près d'une décennie, dit aujourd'hui qu'être d'astreinte 24 heures sur 24 n'est cependant pas une mince affaire. Je suis arrivé à Amine Ambulance en 2013. Nous travaillons dans des conditions très difficiles et nous sommes d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les cas d'urgence comme les personnes blessées dans les attentats à la bombe, les accouchements, et pour toute personne ayant besoin d'une aide d'urgence comme quelqu'un qui fait de l'hypertension à minuit chez lui.
Contrairement aux autres services d'ambulanciers de la ville, Amine Ambulance offre des services gratuits à ses clients. Le fournisseur s'appuie sur les contributions de sympathisants, y compris la communauté des affaires, les étudiants ou les particuliers. Le service d'ambulance est financé par la communauté somalienne, des hommes d'affaires somaliens. Lorsque nous allons dans des écoles, des entreprises ou des universités, nous demandons aux étudiants de contribuer $1. Chaque dollar sauve une personne. Amine Ambulance est non seulement bénéfique aux membres du public, mais aussi aux hôpitaux qui dépendent du service lors de situations d'urgence. Pour le docteur Mustapha Youssouf de l'Académie de médecine et d'imagerie de Mogadiscio, le service d'ambulance gratuit joue même un rôle crucial. Amine Ambulance nous permet de transporter des cas d'urgence de la maison à l'hôpital, tels que les femmes enceintes, sans aucun frais. Amine nous aide également à transférer les patients vers d'autres hôpitaux, car il dispose d'un personnel bien formé et fournissent les soins nécessaires pendant le transport. Fatima Nor est enceinte de 5 mois et aveugle. Incapable de payer le taxi ni de parcourir à pied la distance, elle a appelé Amine Ambulance qui a répondu rapidement. Je suis venue dans un centre de santé publique du district Odan pour des examens et le médecin m'a envoyé pour des examens par ultrason. J'ai appelé l'ambulance Amine pour qu'elle m'emmène car je ne pouvais pas marcher jusqu'à l'hôpital parce que je suis aveugle et enceinte de 5 mois. Ils m'ont transportée gratuitement. Je les remercie. Mais dans une ville où les intérêts privés ont des racines profondes, l'exploitation d'un service gratuit est vouée à se heurter à une multitude de défis. Le docteur Abdoukaldir signale cependant que la sécurité est l'un des principaux défis auxquels son équipe est confrontée. D'après mon expérience de 15 ans dans le service d'ambulance gratuit en Somalie, le principal défi auquel nous sommes confrontés depuis que nous avons commencé jusqu'à présent est celui de la sécurité. La finance est également un autre défi, et même lorsqu'il n'y a pas de revenus, au moins nous continuons à opérer en payant de nos poches. Ou alors nous sollicitons des hommes d'affaires ou toute autre personne, mais pour la sécurité, nous n'y pouvons pas grand-chose, et avec laquelle nous ne pouvons pas jouer. Mogadiscio est toujours régulièrement confronté à la violence, et les services tels qu'Amine contribuent grandement à soulager cette ville blessée par ces assauts quotidiens. Roger, manque cruel d'infrastructures adaptées, honte. Dans de nombreux pays africains, les obstacles auxquels se heurtent les parents d'enfants handicapés semblent sans fin. Pour aider les familles et les associations locales, notre invitée Sandra Senou adapte sa stratégie aux besoins du continent. Elle nous en dit plus dans la deuxième partie de son interview. Écoutons-la. Parlons maintenant de vos activités en Afrique. Votre association est présente dans plusieurs pays, au moins 7. Comment cela fonctionne-t-il ? Alors, on fonctionne par des billets locaux. N'étant pas sur place, je m'appuie souvent sur des associations locales qui mènent déjà des actions. Et moi, je vais arriver avec l'association en complément. On va apporter la sensibilisation, la formation, parce que là, je me suis formée pour être chef de projet handicap et insertion, ce qui permet de sensibiliser, mais aussi de former les professionnels, les familles, etc. au sujet lié au handicap. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'apporter un complément local avec l'association. Et quelle spécificité alors avez-vous noté dans les problématiques des parents africains d'enfants porteurs de handicap ? Le rejet, le manque d'infrastructures pour scolariser les enfants, pour soigner les enfants, la honte vis-à-vis de l'entourage. Récemment, j'étais en Côte d'Ivoire et ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment la honte, le rejet de la société face aux enfants en situation de handicap, qu'on appelle enfants qui sont morts, enfants qui ne méritent pas de vivre, avec tous les noms qu'on peut leur donner. Et c'est vraiment encore un gros tabou en Afrique. C'est très violent. C'est très, très, très violent. Très violent. Parce que les enfants, souvent, on va dire aux parents, écoutez, il ne mérite pas de vivre, il faut l'accompagner, on va le laisser quelque part, il va mourir parce qu'il ne mérite pas de vivre. Ou alors, si la maman, elle est commerçante, personne n'achètera chez elle parce que pour eux, l'enfant porte le malheur. Et donc, du coup, on ne peut pas acheter chez
la maman d'un enfant qui porte le malheur, quoi. Souvent, elle est rejetée par la famille, les maris abandonnent les femmes, parce que, elle porte le malheur. C'est vraiment très, très, très violent. Donc, les parents sont en grande souffrance et en grande solitude, parce qu'il n'y a pas forcément le soutien nécessaire des organismes publics pour les accompagner. Cela vous amène-t-il à modifier le travail, la forme de soutien, les formes de soutien que vous apportez à vos associations sur place? Souvent oui, parce que du coup on s'adapte. Et là, lorsque je vais sur le terrain, ça me permet de me dire, bon ok, on va travailler sur telle problématique parce que c'est ce qui rencontre le plus. Là, notamment lorsqu'on va parler de rejet, c'est travailler avec les parents et avec des psychologues, pas que moi aussi, mais avec des professionnels formés aussi, pour leur faire comprendre que non, ils sont pas responsables du fait que leur enfant soit en situation de handicap. Que oui, votre enfant est capable de faire quelque chose si vous l'accompagnez, si vous lui donnez de l'amour. Donc du coup, on transforme un petit peu l'accompagnement qu'on peut offrir aux personnes sur place pour les emmener à mieux vivre cette situation de handicap de leur enfant. Qu'en est-il de la réceptivité des pouvoirs publics en Afrique, puisque l'une des clés, c'est l'éducation, l'accès à l'éducation? C'est encore difficile. Il y a des pays qui jouent le jeu, mais pour l'instant, ça me rend un peu triste de me rendre compte à quel point les pouvoirs publics ne s'intéressent pas forcément à cette question. Oui, sur le papier, mais sur le terrain, pas toujours. Pas toujours. Il y a encore beaucoup à faire. Rien que adapter les infrastructures, rien que permettre aux enfants d'aller à l'école. Comment les parents qui n'ont pas les moyens vont scolariser dans une école privée les enfants, ou alors avoir des rééducations. Les enfants, souvent, ils ont besoin de rééducation plusieurs fois par semaine. Ça coûte cher. Comment ils vont les payer s'ils n'ont pas les moyens? Et donc, il faut des aides pour ces parents. Il faut de l'accompagnement pour ces parents, pour que les enfants soient pris en charge. Et pour l'instant, il y a encore très, très, très peu de choses qui sont faites. Qu'est-ce que vous préconiseriez très concrètement? Une infrastructure adaptée pour certaines écoles, des écoles spécialisées, des assistants de vie scolaire, un métier qui n'existe pas encore en Afrique? Alors, dans certains pays d'Afrique, il y a des écoles inclusives qui sont en train d'être testées, des classes inclusives plutôt, qui sont en train d'être testées. Ça pourrait commencer par là, ça évite de construire toute une structure. Mais cela demande de former du personnel, cela demande d'adapter les locaux, mais cela permet aussi aux enfants d'être dans l'école avec d'autres enfants, d'être scolarisés. Après, tout type de handicap ne peut pas être pris en charge ou tout enfant ne peut pas être scolarisé dans une école ordinaire. Il faut aussi construire des structures adaptées pour accueillir les enfants en situation de handicap où ils auraient du personnel et de l'encadrement nécessaire pour pouvoir décharger les familles et donner un avenir à ces enfants. Sandra Senou, merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Sandra Senou ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com et sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne